Quand il entendait que je représentais Porsche, le commandant de bord m'invitait souvent à prendre la place du copilote dans le cockpit. Il l'envoyait se reposer dans sa cabine. Et puis il commençait à faire des remarques. Je n'arrive pas à faire monter cette satanée machine, on est trop bas, on a trop de vent contraire. C'était encore l'aventure. Plus tard, ça a disparu. Okay. Ja, es ist alles fertig. 420 abrufen. Selon le type et l'aménagement, le Super Constellation offrait entre 37 et 90 places. La classe affaires n'existait pas encore, il y avait des premières à l'arrière et la classe économique à l'avant. Même en classe touriste, on ne voyait à cette époque que des gens aisés. Un aller-retour Francfort-New York revenait à environ 4 500 ou 5 000 marks. Si vous comparez avec le revenu moyen qui était de l'ordre de 6 à 700 marks, vous comprendrez vite combien de temps un citoyen lambda devait économiser pour prendre l'avion pour les États-Unis. Il fallait 7 mois de salaire d'un professeur pour s'offrir cette aventure. Aujourd'hui, même les plus gros avions tels que l'Airbus A380 n'ont que 2 pilotes, mais à l'époque, il y avait 6 personnes dans le cockpit. Un navigateur, un radio, un mécanicien navigant et 3 pilotes qui se relayaient pour pouvoir se reposer. À peine le décollage effectué, on allume la première cigarette. Les temps ont bien changé. Le Super Constellation est un avion de luxe, un monde à part, et pas seulement en première classe. Ceux qui restent au sol ont du mal à l'imaginer. On était en avance sur notre temps, une espèce d'extraterrestre. Je crois que les gens nous trouvaient souvent arrogants, parce qu'on revenait en racontant monts et merveilles. Et on les trouvait idiots de ne pas comprendre ça. Meine Damen und Herren, im Namen der Lufthansa und unseres Kommandanten, Flugkapitän Meyer, begrüßen wir Sie auf dem Flug nach New York. Les hôtesses de l'air distribuaient des comprimés contre le mal de l'air. Beaucoup de gens avaient peur de prendre l'avion. Ils ne savaient pas du tout ce qui les attendait. Pour la plupart, c'était leur premier vol. Pour attirer la clientèle et justifier le prix élevé du billet, les compagnies aériennes rivalisent de largesse. Mais les menus gargantuesques ne réussissent pas à tous les passagers. Il faut avoir l'estomac bien accroché car rares sont les vols sans anicroche. Les trous d'air et les turbulences sont très fréquents. On a été violemment secoués pendant une bonne heure, plus fort que lors de toutes les traversées que j'ai faites par la suite. Je n'ai pas été malade, mais beaucoup l'ont été. Les repas abondants avec leurs plats successifs se retrouvaient souvent dans les petits sacs prévus à cet effet dès les premières turbulences. Plus un avion vole haut et plus les turbulences diminuent. Aujourd'hui, à 10 000 mètres d'altitude, ces accessoires un peu particuliers ne sont plus très utiles. Mais le Constellation n'arrive pas à cette hauteur malgré sa cabine pressurisée. Il vole à 7 000 mètres et souvent plus bas, ce qui rend les 10 sacs indispensables. À 3 000 mètres d'altitude, leur usage est fréquent et même inévitable. En 1955, le vol Hambourg-New York durait 17 heures avec 3 escales. Grâce au dernier modèle de la série, le Super Starliner, il est enfin possible de réaliser un vol direct. Il ne dure plus que 12 heures, comme aujourd'hui, une liaison Europe-Asie. Mais avec une différence de taille. Il n'y a à bord ni film, ni musique.
Les distractions se réduisent à la lecture, aux jeux de société et au comptage de nuages. Le temps s'écoulait très lentement. On s'ennuyait beaucoup. Alors certains ne se privaient pas de lever le coude. On pouvait boire à volonté. Pour combattre l'ennui, l'alcool est à discrétion. Les bouteilles de cognac passent d'une rangée à l'autre. La consommation d'alcool, censée apaiser les angoisses, n'est pas limitée. En général, quand les gens prenaient l'avion pour la première fois, ils se plaignaient, ils avaient peur. Peu à peu, ces symptômes disparaissaient, souvent avec un petit verre de cognac. Les compagnies font toute preuve d'une grande libéralité et leurs réserves sont quasi inépuisables. À l'atterrissage, il y en a plus d'un qui titube. L'alcool a toujours été un problème dans les transports aériens. Et plus les vols étaient longs, plus ça s'aggravait. Après 17 heures de vol, le premier Super Constellation allemand atterrit ponctuellement à New York. Évidemment, on nous avait réservé un accueil triomphal. On avait 4 ou 5 jours de congé. Alors on est parti à la découverte de New York. On a été vraiment impressionnés. Pour la première fois, on longeait ces gratte-ciel qu'on avait vus au cinéma. C'était saisissant. Les premiers supermarchés, les premières parfumeries, les 2 kilos du New York Times et ses publicités alléchantes. Les limousines climatisées et leurs coffres arrière gigantesques. Tout est nouveau. On a vu une de ces énormes limousines rallongées. Tout l'équipage voulait rentrer dedans. Il n'y en avait pas encore en Suisse. On n'avait jamais vu ça. Et puis toutes ces voitures, il y en avait 10 fois plus que chez nous. Tout était plus grand. Les sandwichs, les voitures, tout était démesuré. Les célèbres taxis jaunes, les riches américaines habillées à la dernière mode. La ville, qui ne dort jamais, est en opposition absolue avec l'Europe étriquée de l'après-guerre. On avait l'impression qu'à New York, chacun faisait ce qui lui plaisait. On voyait dans la rue des femmes cigarettes au bec qui allaient faire leurs courses en manteau de vison, avec des baskets aux pieds et des bigoudis dans les cheveux. Et à Harlem, Duke Ellington, Count Basie font de la musique de nègre, comme disent les ignorants en Allemagne. Le contraste ne pouvait pas être plus frappant. On se demandait où on avait bien pu atterrir. Otto Erich Filius est chargé par Porsche de conquérir le marché américain. Il s'acquitte de sa tâche avec brio, toujours en première classe, évidemment. Mais son étonnement n'est pas fin le jour où on lui remet sa première carte de crédit. En 1958, on m'a donné ce bout de plastique vert. Et à ma grande surprise, où qu'on aille, une signature et hop, terminé. Même pour acheter une Porsche, une carte de crédit et une signature suffisent. Il y a beaucoup de différences entre l'Europe et les États-Unis, mais bien peu ont l'occasion de le vérifier sur place. Les passagers du Super Constellation ne font pas partie du commun des mortels. Ce sont même parfois des hommes politiques très connus. Ils étaient presque tous connus. Le voyage à l'époque n'était pas à la portée de toutes les bourses. Souvent photographiée, la berlinoise Margot Rode est une star de la Lufthansa. En 1958, la compagnie l'envoie même en Californie pour la représenter à l'élection de Miss Wings Over the World, un concours d'hôtesse de l'air.
On ne nous a pas demandé de défiler en maillot de bain de pièces. On nous a juste observés pendant 2 semaines, par petits groupes de 6 ou 7. Ils jugeaient la manière dont on se comportait. Ils nous posaient un tas de questions. J'ai failli m'étrangler quand j'ai réalisé que j'avais gagné. Dans la grisaille de l'Allemagne, l'intérêt pour le reste du monde est immense. Le retour n'en est que plus difficile. On se sent souvent totalement décalé. Quand on revenait en Allemagne, on se sentait à l'étroit. Tout était étriqué. Les règlements étaient omniprésents. Les visages fermés, graves. Personne ne souriait. Surtout les fonctionnaires, obligés d'être sérieux comme des papes. J'avais l'impression que l'Allemagne de l'époque était une province insignifiante et arriérée. Mais cela va changer. Un nouvel avion entre en jeu. À partir de 1960 débute en Europe l'ère du jet. Et presque personne ne s'en aperçoit. La presse ne s'intéresse pas au nouveau Boeing, le 707. Rares sont ceux qui devinent l'essor potentiel de l'aviation à réaction. Mais les ingénieurs, chargés de la maintenance, comprennent immédiatement qu'il s'agit d'une révolution. La démocratisation du transport aérien vient de commencer. Ça a été un énorme bond en avant. Et ceux qui ont pris en charge le 707 sentaient bien qu'ils appartenaient à une élite. Ils portaient même la cravate. Le jet monte tellement rapidement, on est enfoncé dans son fauteuil. La première fois, ça fait une énorme différence. New York n'est plus qu'à 9 heures de vol de l'Europe. En descendant pour la première fois du 707, j'ai juré de ne plus jamais reprendre un avion à hélice. C'était fantastique. La durée de vol était presque réduite de moitié. Le nombre de passagers doublé. On avait juste oublié d'adapter le service. On était obligés de galoper comme des folles. Mais on y est toujours arrivé. On se congratulait mutuellement à l'arrivée. Et comme ça, on avait toujours une raison de faire la fête. Le Boeing 707 représente un pas de géant pour le transport aérien. Du jour au lendemain, il permet de voler plus rapidement et plus sereinement, en transportant un plus grand nombre de passagers. En quelques années, la classe moyenne prend conscience que les voyages aériens sont maintenant à sa portée. Les prix s'effondrent, mais curieusement, les compagnies aériennes arrivent enfin à gagner de l'argent sur leurs vols long courriers. À 1500 marks le billet, le rêve américain devient abordable. Inge et Ulrich Zammel, un couple de Hambourg, décident de se l'offrir. Ils se sont mariés en 1955 et n'ont cessé depuis lors d'y songer. Ils peuvent enfin réaliser leur rêve et emmènent une caméra 8 mm avec laquelle ils tourneront 25 bobines durant leur séjour. L'événement était exceptionnel. Le prix était très élevé. Nous avions économisé longtemps pour nous payer ce voyage. On s'était dit que pour nos 10 ans de mariage, il fallait qu'on ait assez pour pouvoir le faire. Ce vol, ils veulent que ce soit un souvenir pour la vie. D'ailleurs, ils en parlent aujourd'hui encore. c'était mon premier vol long courrier. J'étais un peu nerveuse.
Mais je me suis dit que mon mari était là. On a visité New York tout seul, vous vous rendez compte? Tous nos amis m'ont dit, quoi? Vous vous êtes promené seul à Broadway? On n'avait pas froid aux yeux. On a pris le métro à travers Harlem. Mais là, c'était un peu inquiétant quand même. On n'avait pas peur. Mon mari avait même la caméra au point. Des films comme Diamant sur canapé donnent envie de s'initier au chic new-yorkais. Tout d'un coup, une escapade à New York devient envisageable pour n'importe qui. L'ère du jet a vraiment commencé. On a été étonnés du nombre de gens corpulents. Chez nous, ça n'existait pas. Regarde-le, celui-là. Ça, c'est le Radio City Music Hall. C'est fou, hein? Voyages en jet et comédies musicales, auparavant privilèges de riches, sont maintenant accessibles aux touristes européens. Les avions mettent le monde à notre porte. Pour être précis, à cette époque, ils appartiennent presque tous à la même famille, Boeing. Les 727 et les 737 font la course en tête sur les vols courts et moyens courriers, vous déposent sur les plages de la Méditerranée et au-delà, pour des sommes minimes. Le marché est dominé par les Américains. Lockheed, Douglas et surtout Boeing et sa gamme qui va du 707 au 737. Ils font des affaires en or.